Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF, le grand forum qui vous emmènera et tranquillement jusque 18h. Comme chaque jour, voici le programme pour aujourd'hui. Guerre en Ukraine, craignez-vous la suite? Et si on en croit l'entretien qu'a eu le président de la République Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine cet après-midi, pour l'Elysée, le pire est à craindre puisque Poutine a bien insisté sur ses revendications et ajoute même la menace d'en rajouter, celle de prendre toute l'Ukraine. C'est la volonté donc de Vladimir Poutine, c'est ce qu'il a affirmé au président de la République cet après-midi, Emmanuel Macron. On en reparlera évidemment. Emmanuel Macron justement qui s'est adressé aux Français hier pour parler principalement de la crise en Ukraine, de la guerre. A-t-il signé selon vous un CDI pour la présidence? Parce qu'on a l'impression qu'il a parlé comme s'il avait été ou il va être réélu sans problème. On en reparlera. Et puis, normalisation avec Israël. Est-ce autour de la Turquie? On peut largement l'anticiper puisqu'il y a une grosse délégation ainsi que le président israélien qui seront en Turquie. Et on parle donc d'accord de normalisation avec la Turquie les 10 et 11 mars prochains. Officiellement bien sûr, hein, puisque... Voilà, ils se sont jamais arrêtés de commercer ensemble, mais là, est-ce qu'il y a une véritable normalisation qui est mise en route avec la visite du président israélien qui seront en Turquie les 10 et 11 mars prochains? On en reparlera bien sûr avec vous. C'est parti pour le LGF, un programme ma foi très sympa avec vous, auditrices, auditeurs, pour intervenir et agir. 01 40 33 9000, c'est donc parti pour le LGF jusque 18h. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Pro. Le Grand Forum. Avec aujourd'hui autour de cette table, mademoiselle, on dit madame d'ailleurs, on dit plus mademoiselle, Audrey Pronesti, journaliste. Comment ça va ma Audrey? Bah écoute, ça va Christophe, bonjour à tous les auditeurs, ravi d'être de retour ces derniers jours. Oui, t'as fait un petit voyage? Oui, je rentre de Turquie justement. Justement, voilà. Hein, t'es chez Curry-Duran. Voilà. Accompagné de notre ami Farid, mon frère, Farid Tamsamani. Comment ça va mon frérot? Salut Christophe, salut à tous. Ah, ça fait du bien de te voir mon Farid. Pareillement. Ça fait longtemps d'ailleurs. Ah, je suis rentré ce matin. Ah ouais, ah d'accord, c'est pour ça. D'accord, exact. T'étais pas en Ukraine, donc tout va bien. Non du tout. Bon, alors c'est parti les amis, ravi de vous retrouver. Nabil Sama, dont je n'ai pas de nouvelles, devrait normalement nous rejoindre. En tout cas, on est là, bien installé, prêt à vous accueillir. Du coup, un petit quiz entre Farid et Audrey. Ah ouais, bah ouais. Eh bah oui, on va voir ce que ça va donner. Le quiz. Avec mes petites questions. Donc voici la première. Quel roi, et je parle bien d'un roi, a été intronisé en 1961? La Belgique? Non. Farid quand même. En 61 Ouais. Hassan II. Bah oui, Hassan II, c'est chez Watt. Non mais, Hein? la honte. Moi j'avais oublié 61, ouais. Ouais, 61. Il n'y a pas beaucoup de monarchies en même temps donc... Et hier, c'était nous étions le 3 mars, c'était le jour de la reconnaissance d'indépendance du Maroc. Intronisé suite au décès de Mohamed V. De Mohamed V. Absolument. Attention, deuxième question. Quel pays maghrébin a voté pour la résolution adoptée hier soir par l'ONU concernant l'Ukraine? Il y a un pays maghrébin qui a voté pour. Maghrébin? Ouais. La Tunisie? Qu'est-ce que t'appelles? La Tunisie, bonne réponse. La Tunisie, l'Algérie s'est abstenue et le Maroc n'a pas voté. Je Ne suis s'est pas présenté. Ne s'est Au pas vote. présenté, tout simplement. Je suis pas étonné que l'Algérie soit abstenue d'ailleurs. Oui, bah c'est normal. Abstenir, ça veut dire, voilà, on dit oui, on est neutre, quoi. On garde une certaine neutralité. Oui, ça peut vouloir dire aussi plein d'autres choses. Oui, mais c'est pour être Non, mais partenaire. Par contre, le fait que la Tunisie ait voté pour et que ça ne soit Pour pas l'arrêt abstenu. des combats. Oui, Ouais, la résolution ouais. qui entre nous Voilà, ne sert c'est ça. strictement à rien. Ça sert à rien, bien sûr. Bien sûr, mais n'empêche que je pense que c'est à analyser dans les mois et dans les semaines à venir sur effectivement les affaires étrangères tunisiennes. Oui.
Troisième question, 1984, on parle cinéma. César est attribué à Coluche pour quel film? Ciao Pantin. Ciao Pantin, bonne Magnifique. réponse. Magnifique, Audrey Pronostic qui prend l'avantage. Quatrième question, quelle ville française apporte son soutien et sa solidarité avec l'Ukraine en débloquant une aide exceptionnelle de 1 million d'euros? Nice, Non, Cannes, non. Paris. Paris, bonne réponse. Ouais. Paris, 1 million d'euros. 2-2, attention. Je peux faire une parenthèse? Oui. Là, bizarrement, il débloque très rapidement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Alors que notre ami et qu'on salue et que j'espère se porte bien, Inès. Inès. J'ai ça pensé traîne. la même chose, Voilà. exactement. Inès Trévise. Évidemment, l'affaire de Trévise. Oui, c'est ça, D'ailleurs, Trévise. je fais une petite parenthèse. Elle l'expliquait sur ses réseaux qu'elle arrive, souhaitons-le pour elle, peut-être à la fin de son combat. Espérons. Ouais. Espérons aussi pour Ouais. elle et qu'elle se remette bien parce que voilà, elle gardera Mais, des ouais. conséquences à vie de ce drame. Exact. Quel ancien maire de Paris justement est définitivement Delanoë est définitivement condamné en 2015 Chirac pour l'affaire Tibéri. Oui, pour Ah, l'affaire des On les a tous. faux électeurs. Ouais, il n'y en Jean a pas 15 Tibéri. des Ouais. maires de Paris. Ouais. Non, c'est clair. Oui, je peux faire une parenthèse aussi, Christophe? Vas-y. Oui. Non, mais parce qu'en fait, on a un maire officiellement à Paris que depuis 1977, en tout cas Exact. sur l'élection telle qu'elle est aujourd'hui. C'est C'est Jacques pour Chirac. ça que c'est Jacques Chirac, effectivement. Ensuite, c'était Tibéri, si je dis pas bêtise, pendant qu'il était président. Et enfin, Delanoë Et Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, exact. Absolument, Ouais. tout à fait. On a eu 4 maires, voilà, 4 maires de Paris. Et avant Jacques Chirac, c'était le préfet de Paris, c'est ça? Je crois qu'il y avait, tout à fait. On était encore sur. Je sais pas si on était sous le système de la Seine-et-Oise. Non, on était. Il me semble que c'était le préfet. Il me semble que c'était le préfet. Oui. Ouais, absolument. Sixième question. Pécresse et Zemmour vont débattre ensemble jeudi prochain le 10 mars sur quelle chaîne? La 2 TF1 C'est TF1, News. Ah oui. bonne réponse. Audrey Pronostic, c'est sur TF1 effectivement qui est prévue cette rencontre. Bon, je sais pas ce que ça va donner, vous la voyez comment cette rencontre Pécresse-Zemmour? Que tous les deux. Que tous les deux, ouais. Moi, ça me pose un problème. Bah, moi aussi. Ouais, moi ça me pose aussi un problème sur le plan journalistique parce que. Comment ils vont faire pour les autres, en fait? Mais exactement, c'est absolument pas équilibré et je pense que ça va plus Alors, être un c'est combat de peut-être- coq. J'imagine, parce que j'ai pas encore vu le détail. C'est peut-être l'un des deux qui participe à une émission organisée par TF1 et dans le Ah. cadre de cette émission, il y a un débat. D'accord. Effectivement, comme ce fut le cas Oui, oui. pour Zemmour et Mélenchon chez Cyril Hanouna. Enfin, ça reste néanmoins pas équilibré. Moi, D'ailleurs, je- Pécresse, qui devait faire l'émission de Zemmour ce soir, a été annulée. Elle l'a annulée la semaine dernière. Je me rappelle. Voilà. Puis D'ailleurs, puisqu'on parle d'annulation, il y a Éric Zemmour qui a planté France Inter ce matin. France Info ou France Inter? Ah oui, Ouais. on connaît la C'est- raison. Non. Normal. Bon. Bah, il a peut-être pas payé le taxi. Je sais pas. Parce qu'il y a eu des petits problèmes, vous savez, avec Bon Marché. Pourtant, ils en Non, encaissent mais de l'argent. c'est là où c'est Il est problématique. parti c'est sans que- payer du Bon Marché, donc ça a fait un fou pas Non mal. mais petite parenthèse, c'est là où ça reste quand même très problématique. Les débats, c'est très éparse. C'est il y a pas de débat organisé fondamental avec tous les candidats ou les téléspectateurs. Ça va venir. Non mais Sois moi, patiente, Audrey. c'est Ça pas va, une question de t'inquiète pas. patience, c'est une question que les gens en ont marre, ils ont envie d'avoir une vue d'ensemble et ce n'est pas au dernier moment parce que voter comme ça sous le joug de l'émotion, bah je pense pas que ce soit une bonne solution. Donc il faut pouvoir donner tous les outils déjà que on leur donne pas suffisamment déjà. Donc ce genre de débat décousu, c'est vraiment contre-productif et antidémocratique. Bon, vous êtes à égalité parfaite là, je crois. Bah ouais. Ouais. Et il faut vous départager sur cette dernière question. Et bah allons-y. Je cherche un footballeur français Bah oui, élu Ballon d'Or en 1958. Et il est mort Fontaine. Platini. en 2017. Fontaine. Ce n'est pas Fontaine, ce n'est pas Platini. Non, il est 58. En Il a eu 58. son Ballon d'Or en 58 et il est mort Maradona. Non, À français, Angers. En français. un Français. Ah, un Français, mort à pardon. Angers C'est, en 2017. Pelé. Non. Non, Non. d'origine Ah bah non, il est polonaise. Je ne sais pas. Si, c'est d'origine. D'origine polonaise. Il a le même prénom qu'un certain sélectionneur de l'équipe de France, anciennement. Hein. C'était l'époque Afrique du Sud 2010. Hein. Catastrophique, quoi, d'ailleurs. 58. Comment il s'appelle le sélectionneur de. Je l'ai. D'origine polonaise. Il est décédé. Oui. Un des rares Français à avoir joué au Real Madrid, d'ailleurs. De mémoire. Élu Ballon d'Or 1958, mort en Donc, 2017. Copa, voilà, je cherchais bonne son nom. réponse C'est ça, par je Item cherchais. Samadilla. Bravo.
Franchement, bravo. Ah, magnifique. Hein. Et je t'assure que je cherchais son nom. Raymond Ouais. Coppa, Donc, effectivement. Raymond Coppa, ouais. Bonne réponse par étape, Samani, Et qui Coppa, je crois remporte ce quiz. Qui est Qui est décédé lui en 2017. C'était là ma exactement. question, en fait. Ouais. C'est- Bah oui, mais moi j'étais Fallait concentrée. écouter. Non, Ouais. mais j'étais concentrée sur Coppa. Je cherchais. Mais Grand Grand bravo. monsieur du football, Ouais, ouais. Exact. Raymond Coppa, qui a été un joueur de Reims, si je dis pas de bêtises, Oui. et qui est un des rares Français à avoir joué au Real Madrid. Il y en a eu plein des Français qui ont joué au Real crois que- Madrid. À l'époque, non, je crois que c'est Ah, à le premier. l'époque, Enfin, d'accord. je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le premier C'est Français à un avoir joué. précurseur. Exactement. c'est ça. Parce que là, il y en a quand même. Voilà, aujourd'hui, il y en a plein qui ont joué au Real Madrid. Hein Oh, pas tant que ça, Christophe. Hein. Tu reterres Benzema, Bah oui, ce que j'allais dire. Zidane, Anelka, je sais plus. Il y en a pas tant que ça hein, dans des joueurs français qui ont joué au Real. Hein. Ça reste quand même. Très ça. compliqué d'ailleurs. Le Real ou Mbappé bientôt, peut-être. peut-être, Voilà. ou pas. Ou pas, parce que là, on vient de lui proposer un truc de ouf. Hein. Tu te souviens quand on parlait d'Mbappé, je te disais que les Qataris, Ah oui, ils le lâcheront pas comme en ça. termes de commerce, c'est Mais les c'est meilleurs. évident. Bah oui. C'est En évident. même temps, tu Commerce, lâches entre Mbappé, guillemets, hein. Paris, c'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, alors, je voulais qu'on rende hommage dans cette émission à un journaliste hors pair qui nous a quittés hier. Oui. Monsieur Jean-Pierre Pernaut, qui a lutté contre cette sale maladie. Apparemment, il serait pas mort de ça d'ailleurs, d'après ce qu'on sait. Il avait 71 ans. Il a présenté le journal de 13h de TF1 pendant plus de 33 ans. Il avait son style bien à lui. Son style un peu simple de transmettre l'information avec un certain charisme, avec un certain humour. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Audrey, Farid, que c'est un des piliers de la télé qui s'en est allé hier? Oh mais carrément, comme tu viens de le dire, il avait son ADN, il savait toucher l'audimat du français. Il s'invitait chez eux sans demander la permission, quoi, à Exactement. 13h tous les jours. Hein. Et il s'adressait à tous les Français, que ce soit le Français qui habite dans une agglomération, dans une grande ville ou une ville de campagne. Voilà, et il avait cette façon. Enfin, moi, je sais que depuis que C'est une institution à lui c'était tout une seul. Hein. institution, voilà. Ouais. Et il fait partie des grands journalistes, en tout cas symboliquement, je veux dire, qui font que quand on, moi étant petite, quand je le voyais à la télé, je me disais j'ai envie d'être journaliste parce que voilà, il avait une façon de présenter le journal à sa façon. C'est comme Claire Chazal, hein, le jour où elle partira, ce sera une grande dame de la télévision française, parce que journaliste et de la télévision française. Après, évidemment, on a tendance à idéaliser les gens quand ils partent, mais ça reste quand même une personne qui a fait sa place et de toute façon, il n'y a pas de mystère, hein, Christophe. Hein. Si cette personne-là, si Jean-Pierre Pernaut est resté aux 13h et aux 20h aussi longtemps, 13h, pas 20h. non, mais je disais aussi le 20h. Non, Aussi. je crois pas. En tout cas, s'il est resté aussi longtemps, c'est pas par hasard. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de Farid, mystère. Jean-Pierre Pernaut, ça te parle? Ah, ça parle forcément. Audrey parle d'institution. Il fait partie des gens qui ont côtoyé, je sais pas si vous vous souvenez de Yves Mourouzi. Bien sûr. Bien Voilà. sûr. Et c'est pareil, hein, exactement. Et Voilà. en fait, pourquoi les gens se sont attachés à Pernaut? C'est la longévité. Exact. Au 13h, hein, je crois qu'il est resté plus de 30 ans, je crois. 33 ans. 33 Voilà, ans. plus de 30 ans au journal de 13h. 8000 journaux. Et surtout, et C'est c'est un sujet moi qui me tient à cœur, parce que je le dis très souvent même à cette antenne, c'est qu'en fait, il est ce qu'on appelle un des représentants, en tout cas, il donnait en tout cas à représenter ce qu'on appelle la France de la province. C'est ça. C'est ça. Voilà. Alors, et donc du coup, ça c'est très important parce que dans un contexte, vous savez, il y a toujours un contexte très centralisé en France, Très parisianisme. parisien, Hein. exactement. C'est clair. Lui, il montrait et il l'expliquait, et il avait complètement raison que la France, C'est pas Paris. c'est pas Paris. C'était pas Ouais. que Paris, exact. Et c'est souvent les provinces avec leurs traditions, avec leur subtilité. Et lui, alors, ce qu'il faut bien noter, c'est que ça n'a pas toujours. Quand on parle de Pernaut, ses débuts, c'était pas ça. Ouais. Ses débuts, c'est du professionnalisme pur. Et petit à petit, il s'est entre Il a guillemets. incarné sa personnalité. Exactement. Voilà. C'est ça. Et voilà. Il a apporté ce style dans le 13h qui fait effectivement que c'était regardé par 5-6 millions de téléspectateurs, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, hein, je vous le dis tout de suite. Bien sûr. Mais en même temps, à l'époque, il n'y avait pas non plus 36 chaînes. Hein. Voilà, il faut le Tout dire. à Il y a fait, le journal tout à fait. 13h de TF1 et de France 2. Je vous propose de réécouter, c'était
son dernier JT qu'il avait présenté en 2020, en décembre 2020. Mhm. Il avait décidé d'arrêter, voilà, pour se consacrer à autre chose. Et puis peut-être aussi lutter contre cette sale maladie qu'il avait, ce fameux cancer du poumon. Il fumait beaucoup, hein, c'était un grand fumeur, Jean-Pierre Pernaut. Écoutez, juste les dernières minutes de son JT, le dernier. Donc c'était en décembre 2022, je crois que c'était le 19 décembre 2020, exactement. Des mois, et pourtant j'ai du mal à garder la tête froide. Alors comment le pourrais-je après tant d'émotions, de surprises et surtout après 33 ans avec vous, on a créé des liens très forts. Je voudrais vous dire que j'y ai mis toute ma passion pendant presque la moitié de ma vie, vous le savez. C'était un honneur de pouvoir traverser la petite, la grande histoire du monde grâce à vous, à votre fidélité et pour beaucoup, eh oui, celle de vos grands-parents et de vos parents. Ça a été une extraordinaire aventure d'impulser le travail de tant d'équipes pendant toutes ces années. Pour vous écouter, faire entendre tous ceux qu'on n'entend pas ailleurs. Ça a été une révolution il y a 33 ans, ça a été ma ligne de conduite depuis 33 ans et j'en suis très fier. Faire entendre et montrer toutes les richesses de nos régions, jusque dans les plus petits villages. On a traversé ensemble pas mal de tempêtes aussi. Merci à mes 3 patrons, je tiens à les citer. Patrick Lelay qui nous a quittés il y a quelques mois, Nonce Paolini, Gilles Pélisson, m'avoir laissé cette liberté, formidable liberté et indépendance sans lesquelles ce métier n'aurait aucun intérêt. Je voudrais saluer tous nos correspondants dans les régions qui ont si bien chanté. C'est l'âme du journal. Je suis très triste de les quitter aujourd'hui. Ils se sont tellement battus à mes côtés. Merci aux journalistes, aux techniciens, aux assistantes qui m'ont entouré ici avec beaucoup de talent pour construire un journal tous les matins. On a formé la famille du 13h pendant 30 ans. Alors il y a un élément de la famille qui s'en va et tout le reste de la famille qui va continuer à travailler avec Marie-Sophie. Donc j'arrête. Avouez qu'à mon âge, on peut avoir envie d'un autre rythme. J'ai une pensée pour ma femme qui était là tout à l'heure, pour ma mère qui pendant 30 ans n'a jamais manqué. Et voilà, et je craque. Elle n'a jamais manqué un journal, elle nous regarde sans doute de là-haut. Mais je vous abandonne pas pour autant. Il y a une nouvelle chaîne sur Internet, la JPP TV, qui commence aujourd'hui. Je vous retrouverai aussi toutes les semaines sur LCI à partir du 9 janvier. C'est Jean-Pierre et vous. Une émission qui vous donnera encore la parole. Voilà, j'arrête le cœur serré. Je suis confiant pour la suite. Marie-Sophie adore les régions. Je lui laisse les clés de la maison volontiers. C'est une maison qui est en très bon état, Marie-Sophie. Merci à tous. Dernier au revoir. Je vous souhaite un joyeux Noël, malgré les difficultés. Vivement la prochaine année. Ciao l'artiste. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Merci Jean-Pierre pour tout ce travail extraordinaire. Dans un instant, le zapping sur France Maghreb, tout de suite. Le LGF, le grand forum avec Audrey Pronesti, avec Farid Tamsamani qui sont avec nous sur France Maghreb 2, avec vous, chers amis auditeurs, auditrices, pour débattre, échanger et voilà, essayer d'apporter un éclairage un peu différent de ce que l'on peut entendre dans les autres médias, très partisanisme depuis ce début de conflit en Ukraine. Le zapping, c'est maintenant les enfants. Avant que nous nous intéressions un petit peu à la crise en Ukraine en profondeur, et on va s'interroger sur la suite à donner parce que tout le monde est inquiet, vous allez pouvoir le constater. Pour commencer ce zapping, c'était le dernier JT de RT France. On en parlait hier puisqu'on recevait le rédacteur en chef Jérôme Bellet hier dans cette émission Le Grand Forum. Je propose d'écouter les derniers instants de RT France. C'était le dernier JT hier après-midi aux alentours de 13h30. Et c'était le dernier JT d'RT France après donc cette décision de l'Union européenne de nous bannir de l'espace européen. Jusqu'au bout, nous avons travaillé librement, avec sérieux, honnêteté, présentant tous les points de vue, respectant toutes les opinions, donnant la parole à ceux qu'on n'entend pas dans les médias traditionnels. Pour vous donner une information complète, nous avons toujours respecté les règles qui s'imposaient à nous. Nous sommes aujourd'hui touchés par une décision arbitraire, sans contradictoire possible. Une décision qui crée un précédent dangereux pour la liberté de la presse, la liberté d'expression. Nous devrions tous la regretter profondément. RT, ce ne sont pas que des journalistes, ce sont aussi des personnels administratifs investis, des techniciens, des maquilleuses de talent. Merci à vous, chères équipes. Merci à Xenia Fedorova pour sa confiance totale. Et merci à vous tous pour votre fidélité et votre soutien. Voilà, c'est triste. Voilà, 176 salariés RT France. Hein. Oui. C'est surtout triste pour la liberté de la presse, hein, comme elle vient de le préciser. Maintenant, la décision a été prise, je pense... Est-ce qu'il y a un précédent d'ailleurs en France ? Alors, parce que même si c'est pas une décision française, il faut le rappeler, c'est une décision européenne.
Alors, une décision politique comme celle-ci, j'ai pas le souvenir. Je sais qu'ils avaient fermé la 5 il y a quelques années, mais c'était pas. Non, pour c'était ça. pas politique, c'était purement économique. C'était C'est purement pas- c'est pas la même économique, chose, hein, oui, voilà, c'est c'est ça. économique. Non, alors les médias, Christophe, tu le sais mieux que personne, sont particulièrement encadrés Oui, en pardon. France. Bien Oui. sûr. Alors, il y a que ces 10 dernières années, on va dire, où il y a une explosion de chaînes. Je rappelle que n'importe qui ne peut pas émettre une télévision pour tout le monde. Donc, C'est il y a vrai. des tas d'autorisations et que déjà RT a beaucoup galéré, puisque je rappelle qu'en fait, ils ont souvent, enfin, pendant les premières années, ils le diffusaient sur les réseaux sociaux avant d'émettre véritablement sur les canaux TNT et Oui, autres. c'est vrai. Si je dis pas de bêtises. Non, hein. c'est vrai. Non, pas la TNT, hein, c'était sur les box. Sur les box, effectivement. Mais Mais même les sur les réseaux box, c'était sociaux, très ils- compliqué pour eux. Hein. D'ailleurs, c'était Free a été les très premiers à les présent. couper. Hein. Certainement. Ouais. Alors, il faut bien distinguer deux choses. Il y a malheureusement, je dis bien malheureusement parce qu'il y a beaucoup de gens et on connaît notamment un certain nombre de journalistes que l'on salue dans ces moments très compliqués. Bien sûr. Il faut distinguer RT France du reste des réseaux RT, et notamment en Europe. Je ne parle pas de la maison mère à Moscou, je parle vraiment des autres chaînes RT, je pense notamment à Londres ou à Bruxelles, qui n'avaient pas exactement le même sérieux, on va dire, que RT France. Ça, c'est une chose. C'est pour ça qu'on fait un global, malheureusement, et après, on ne va pas se mentir. RT France a été la chaîne qui a le plus couvert notamment le mouvement des Gilets jaunes. Absolument. Voilà. Et il faut pas se mentir non plus, il y a aussi peut-être une volonté absolument de leur faire payer cette volonté C'est probable. d'afficher le maximum. C'est pour ça quand on parle de liberté, effectivement, je pense qu'un certain nombre... C'est marrant parce qu'on a parlé de Pernod tout à l'heure, Oui. et Pernod, dans ses derniers moments sur TF1, il parlait de la liberté qu'on lui avait laissée, Ouais. justement. Ouais. Oui. Et bien là, en fait, le parallèle, on pourrait le faire malheureusement, c'est que une certaine liberté, en fait, n'est pas autorisée, enfin, en tout cas, pas complètement. Alors, je dis toujours faire très attention parce qu'en fait, la liberté de parole, en fait, est très encadrée en France, contrairement à ce que l'on pense. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Ah oui, elle est très très encadrée, ça c'est sûr. Néanmoins, moi, je pense qu'il faut avoir des points de vue qui sont pas forcément les nôtres. Par exemple, si des gens soutiennent l'action de Poutine, etc., bah, je pense qu'il faut les laisser s'exprimer. Maintenant, il faut faire très attention. C'est un média qui a été autorisé et en tout cas, il est fermé de manière très rapide. Et c'est ça qui est un peu malheureux. Et je pense qu'on leur fait en tout cas pour RT France, hein, je parle bien de RT France, un procès un peu trop grand pour eux. Moi, j'y ai eu la chance d'y être invité quelques fois. J'ai des amis qui y travaillent. Oui, pareil. Tout n'est pas rose à l'intérieur, faut pas se mentir. Non, on peut pas idéaliser les choses, mais maintenant, moi, juste pour compléter ce que tu dis, Farid, la parole certes est encadrée, mais maintenant, si on part du principe que il y a un panel assez large de différents médias. Voilà, allez, on va prendre l'exemple de la chaîne CNews ou d'autres chaînes qui ont une ligne éditoriale bien propre à elles. Ils ont voix au chapitre. Ils ont le Alors, droit. apparemment, j'ai une information, est-ce que Tarek Mami m'envoie, il me dit ça a été confirmé par l'État français, le Conseil d'État, Mhm. Oui, certainement. Oui. et qui évoque un problème d'antisémitisme. Ah bon? RT France. Alors bon, bah si c'est le cas, moi en tout cas je l'ai pas vu, mais après il faudrait chercher l'information, savoir Non, ce qu'il en est. Maintenant, si c'est la raison pour justifier les choses, après c'est encore un autre sujet. Moi je voulais juste terminer sur le fait que lorsqu'il y a différentes chaînes qui ont des lignes éditoriales différentes, qui sont bien propres à elles, qui ont toutes voix au chapitre, sous justement les raisons du fait que nous sommes dans une démocratie et que nous pouvons nous exprimer grâce à la liberté d'expression. Ouais. Le fait de justifier la fermeture d'un média comme RT France, là, effectivement, je me dis, il y a un petit souci dans le sens où je suis d'accord avec toi, Farid, même si, parce que la rédaction de RT France, c'est une rédaction française et le traitement de l'information est française. Les gens qui font partie de cette rédaction sont français. Donc aujourd'hui, c'est pour ça Non, que mais ça sauf me... qu'il y a un autre souci qu'on veut pas, qu'il faut aborder. Oui, C'est que, en fait, des chaînes de télé ou des médias, il y en a beaucoup en France. bien sûr. D'accord? Bien Et sûr. certains, parfois, sont même étrangers. Oui. D'accord? Ça, c'est une possibilité. C'est La vrai. difficulté qu'a eu RT France, et qui, à mon avis, c'est pour ça ils ont pas tardé, en vérité, c'est qu'ils attendaient la moindre chose pour pouvoir les balayer. C'est que RT France est lié directement au pouvoir
Oui, de Moscou. Bien Or, sûr, bien sûr. en fait, Moscou n'a pas été très malin Non, sur mais on ce a bien coup-là. compris. Hein, Au bien lieu sûr. d'y mettre, par exemple, ce qu'on appelle quelqu'un de façade, c'est-à-dire un homme d'affaires, Mhm. lié lui-même à Moscou, mais Oui, c'est un l'homme homme de d'affaires, paille. un homme de paille, Voilà. eh bien, ils l'ont pas fait. Donc, du coup... Non, parce que la du coup, présidente, effectivement, est voilà, russe. et imaginez la même chose dans un pays, je dis une bêtise puisqu'on est sur France Maghreb, dans un pays maghrébin. C'est très compliqué. C'est comme si demain à Alger ou à Rabat, vous avez un média de l'autre pays directement lié, soit au palais à Rabat, soit au palais de la présidence à Alger. C'est Mais- impossible quasiment. J'ai pas dit que ça justifie, attention. Non, je sais. Je mets pas en parallèle le Maroc et l'Algérie avec la France. C'est absolument pas ça que je veux faire. Mais il faut pas le nier. Il faut Non, faire attention on à peut ça. pas le nier, mais... Maintenant, je pense que c'est dommage de fermer en tout cas l'antenne française. Oui. Je pense que c'était une pluralité, même si objectivement, quand on la regardait parfois, bah, c'était limite, quoi. Ouais. Mais voilà, il y a une pluralité. Ouais, tu regardes une Moi, 24 news, je c'est voulais limite quand même souvent, hein. soulever Pardon. un autre point. Non, mais c'est très limite souvent. Je voulais quand même soulever un autre point, vu que justement j'ai été donc à Istanbul il y a quelques jours. J'ai un ami qui justement m'expliquait que lui, il allait intégrer Russia Today en Turquie. On sait que la Turquie est dans une situation un petit peu compliquée. On en parlera tout à l'heure. Non, mais on va en parler, mais je veux pas déborder. Là, je reste dans le cadre de notre sujet. Il n'empêche qu'ils n'ont pas fermé Russia Today en Turquie, sachant que même si on va dire oui, mais la Turquie fait pas partie de l'Europe, elle fait quand même partie de l'OTAN. Donc, dans ces cas-là, on peut... Ça n'a rien à voir. Non, mais ça peut L'OTAN, être... l'Europe, ça n'a rien à voir. Alors, écoute-moi, j'ai bien compris que ça n'avait rien à voir. Il n'empêche que, dans ces cas-là, on peut se dire qu'il y a peut-être de l'hypocrisie un petit peu. Mais bien sûr qu'il y a Mais de l'hypocrisie, Voilà. c'est évident. C'est ça. Mais je vais donner un autre exemple. Même si je sais que ça n'a aucun rapport. Je vais donner un autre exemple. Il y a un média en France qui n'est pas autorisé à émettre, qui s'appelle AJ. Mhm. D'accord? C'est quoi AJ? Je connais pas. AJ+. 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 Oui. Oui, donc Un c'est média Al Jazeera. Effectivement, c'est Al Jazeera. Et on sait que Al Jazeera, par exemple, c'est un média qatari. Mhm. Qatarien, pardon. C'est-à-dire que c'est l'État du Qatar. Mhm. Et vous savez qu'en France, ils l'ont toujours refusé de leur donner, justement, de pouvoir émettre sur une version française. On a Al Jazeera qui existe, mais qui n'existe pas en France. Qui existe à partir de... Non, qui n'existe pas en France. C'est-à-dire qu'ils ont des correspondants en France, mais non pas de... Et ils ont quand même un siège à Paris. Hein. Oui, des correspondants. Mais il Ouais. n'y a pas une chaîne proprement parlée Al Oui. Jazeera France. Oui, ça a en toujours fait, été ils sont refusé. directement liés avec Doha, c'est vrai. Voilà. En fait, vrai. c'est ça la difficulté que certains, en tout cas en France, mettent en avant. Et que Mais d'autres... AJ, ça les dérange pas trop puisqu'ils sont sur les réseaux sociaux. Oui, Donc, mais ils demandent. AJ, en fait, c'est une émanation. C'est une émanation, je vais dire, de l'ambassade des États-Unis. Non, c'est, je fais une petite boutade, même si elle n'est pas complètement fausse. C'est l'émanation d'Al Jazeera d'une certaine manière, en tout Ouais. cas, voilà. Et donc, du coup, il y a toujours une difficulté. Le traitement de l'information, c'est sensible. Bien sûr. On est dans une radio qui s'appelle France Maghreb 2. C'est extrêmement sensible. On est scruté parce que parfois la limite, c'est pas parce qu'on parle de liberté d'opinion qu'on parle de liberté de tout dire. La France n'est pas les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique, eux, sont sur une logique purement de liberté. La France ne l'est pas exactement sous le même angle. C'est vrai. Et il n'y a pas que la France, là on parle de la France parce qu'on est en France, mais en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà, je terminerai juste là-dessus. C'est malheureux et moi j'ai une pensée particulière pour tous les gens qui vont se retrouver Au chômage. au chômage. Et voilà, et je voulais juste quand même dire que contrairement à d'autres médias qui se sont lancés, RT en tout cas a eu les moyens financiers, a eu des moyens financiers assez importants pour pouvoir faire quelque chose de professionnel. Oui, parce Qu'on que... apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Voilà, C'était je suis d'accord, je te très rejoins. agréable lorsque j'ai été invité à chaque fois sur, et je crois qu'il y a d'autres chroniqueurs qui l'étaient beaucoup plus souvent que moi, sur les locaux, notamment à Boulogne. C'était vraiment professionnel. Oui, oui, ça, voilà. et ça, c'est quelque chose qu'il faut. Les moyens étaient mis en place, la rédaction était vraiment... c'était la même rédaction que n'importe quelle chaîne d'infos en continu, comme on a en France, et pour pas les nommer. Et c'est là où, effectivement, on peut se dire que c'est dommage. C'est dommage, parce que ce sont des Français. Il se trouve que voilà, on est en train de parler d'RT France. Il y a quelqu'un qu'on connaît en commun, mon cher André, Oui. que je salue, que j'embrasse, Bilal, voilà, Oui. qui me dit qu'il y a la pétition, qui a, je crois, 26 000 là en ce moment, depuis hier, qui a été mis en place pour voilà, demander à ce que. Mais bon, il y a très peu de chances qu'ils reviennent sur leur décision. En tout cas, c'est unilatéral, c'est dommage et c'est regrettable parce que quand on coupe un canal, quand on soit d'accord ou pas, hein, évidemment, avec la ligne. Mais je pense qu'ils ont fait plutôt bien leur travail. Et surtout, il faut saluer aussi, il y avait une certaine diversité sur leur plateau, dans leurs invités.
des gens qu'on ne voyait pas effectivement dans les autres médias. Ils ont pris le risque et le pari d'inviter tout le monde. Ils Oui, l'ont alors, fait. enfin, Christophe, il faut quand même Non, mais rajouter ça, il que, faut le signaler. bien sûr, tu as complètement raison, mais il faut quand même signaler qu'ils ont été aussi, dès le début, boycottés par un certain nombre de La République en marche, par exemple. Pas que. Non, beaucoup de Europe gens, Écologie Les Verts, par exemple. Mais sans nommer forcément des Non, mais partis. si, il faut les nommer, il faut le dire. Parce que, je veux dire, moi, tu sais ce qui m'énerve, moi Ouais, C'est mais la lâcheté des gens, mon Farid. Ouais, non, Tu t'as sais, raison. ceux qui ont profité de l'aura de RT France pendant des mois et qui aujourd'hui sont les premiers à dire ah, bah, étant donné la situation, je n'irai plus sur RT France et qui d'ailleurs oui. ne sont pas offusqués par l'arrêt de RT France. C'est de la lâcheté pure, ça. Excusez-moi. Franchement, au bout d'un Tu moment. parles de Tadei? Je parle pas de Tadei. Parce que c'est un grand monsieur et je le respecte Ah, énormément. mais pourtant, c'est hypocrite. Il a profité financièrement pendant des mois et des mois. Non, mais. Bah, ouais, mais non. Pourquoi, mais- c'est quoi la différence? Bah, non, je te parle des invités. Tu sais, ceux qui sont partis D'accord. là-bas et qui on a donné un micro, qu'on a attendu, etc. J'en connais ici. Bah, je veux pas donner de nom, mais en tout cas, mais y compris ceux qui sont dans l'équipe Et du qui LGF. aujourd'hui ils disent il faut plus y aller? Et qui disent et qui balancent même que dire que RT France balançait des fake news. Faut arrêter quoi. Au bout d'un moment. Alors ça, je suis Dire- pas d'accord parce ouais. que justement, s'il y a bien quelque Mais chose bon, qui je vais m'arrêter vérifiait. là parce que j'ai pas envie de. Non, voilà, ils étaient de créer, sérieux en termes absolument. d'information. Allez, Après, dans un instant, on on peut passe à ne autre pas chose. les aimer, mais ils étaient sérieux. Jean-Yves Le Drian, très inquiet. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 et avec Farid Tamsamani, Audrey Pronosti. Tout à l'heure, on se posait la question s'il y avait un précédent. Oui, il y a eu un précédent avec la chaîne N-Manar. C'est ce que nous signale Tarek Mami. Et il a bien fait de nous le rappeler, mon cher Farid. Tu te rappelles la chaîne du Tout à fait. Hezbollah. Voilà. Donc, effectivement, il y a bien eu un précédent. C'est pas une première. Mais quoi qu'il en soit, ça reste toujours regrettable. Et voilà, dès qu'un média se tait, Non, dans une oui, démocratie, bien sûr. dans une pseudo-démocratie qui s'appelle la France, voilà. Non, Parce mais que- c'est- Qu'on soit on- d'accord ou non, pas, mais qu'on voilà, le dénonce, c'est on ça. le dénonce Non, mais parce que c'est ça ça. arrive souvent à Alger, ça arrive souvent à Rabat, ça arrive souvent dans les pays comme ça. Mais que ce soit la Ou France ailleurs. ou pas la France, Oui, oui. en fait, la liberté d'expression a une limite. Hmm. J'ai pas dit qu'elles aient été franchies concernant RT, mais en fait, Non, mais c'est vrai on ce peut que pas, tu on dis. peut pas tout dire. Exactement. Alors il y a Mehdi qui est avec nous au téléphone 01 40 33 9000. Salut mon Mehdi. Salut Christophe, bonsoir à tous. Bonsoir Mehdi. Salut Mehdi. Salut Mehdi. Bonsoir. Ça fait un peu peur tout ça. Hein. Avoir des médias fermés comme ça rappelle pas des beaux souvenirs. Enfin, j'étais pas là. Sûrement pendant des guerres, pendant l'époque des guerres, où on fermait les médias, où on mettait les gens en prison parce qu'ils avaient juste la pensée, ou peut-être une mauvaise pensée. Enfin, je sais pas, mais aujourd'hui, c'est pas normal que dans une démocratie comme la nôtre, on soit autant affaibli par les médias. Ça t'inquiète C'est-à-dire Mehdi? quand je dis affaibli par les médias, c'est-à-dire être aussi faible, devoir fermer des médias pour pouvoir... on sait qu'il y a une guerre des médias aujourd'hui, on le sait. Mais la France aujourd'hui, elle a montré sa faiblesse, et une énorme faiblesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit que même demain vous, Christophe, même pas Christophe demain, pardon, demain ils peuvent venir, on dire monsieur, on ferme la boutique. Parce Oui, que, bah, il y a j'ai des une règles à pensée qui respecter. dépasse. Il faut qu'ils prouvent qu'on a dépassé la limite en matière de ce qui est toléré, acceptable et signé surtout entre la radio et les instances compétentes, c'est-à-dire l'anciennement du CSA qui s'appelle aujourd'hui l'ARCOM. On a des règles, effectivement, Une pas charte. d'appel à la haine, une charte, effectivement, pas de Bien diffamation, Bien etc., sûr. etc. Donc Mais tout ça, on les peut aller connaît. jusqu'à où Ça peut aller jusqu'à où Ah La limite, bah elle est où effectivement, Il y a la plus de limite limite, aujourd'hui. la limite parfois on peut traiter une information et ça nous arrive régulièrement dans cette radio. On a la liberté de le faire avec Tarek Mami. Il y a des sujets qui peuvent effectivement poser peut-être problème, mais bon Bien après. sûr, mais est-ce qu'il y a un barème au niveau de la limite aujourd'hui? Il n'y a pas de barème. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, et plus ça se restreint. C'est-à-dire aujourd'hui, on a même des comédiens aujourd'hui qui sont qui ont fermé boutique, quoi. Ils étaient obligés de fermer, comme des radios fermées. Et toutes les radios, enfin aujourd'hui qui ont pignon sur rue, bafouent, quand je dis bafouent, insultent une partie de la population française, normale, qui sont pas inquiétés, tout se passe bien, il y a aucun problème, vous pouvez y aller, insulter tant que vous voulez, il y a rien qui se passe. Oui, Et tu par dénonces contre, ce fameux deux poids deux mesures. Oui, bon, ouais, Voilà, effectivement. voilà, Non mais c'est pas ça, un problème. voilà, on est habitué. Christophe, juste Oui. pour dire à notre auditeur Mehdi, en fait, historique, parce qu'il a fait référence aux différentes guerres passées. Ouais. En fait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y avait très peu de médias en fait autorisés en France.
C'est, je sais pas si on va pas revenir à l'époque de l'ORTF, où en Ouais. fait il y avait qu'un seul média qui Oui. était une émanation directe d'un ministère de l'État. Bien Ouais. sûr. Après, il y a eu la libération des radios. Et dans les après, années 81, Mitterrand a libéré voilà. effectivement les radios, notamment les radios associatives, etc. Ah, c'était extraordinaire. ce Donc moment-là. effectivement, donc en fait il y a pas si longtemps que ça. Faut Ouais, quand même le absolument, rappeler. Absolument. À l'époque, on fermait pas, on prenait, on mettait les gens en prison. Oui, bah, c'est On les différent. mettait dans Voilà, des camps. oui. À Bon. l'époque. On Merci fermait pas, Mehdi on en tout fermait cas pas. pour ton appel et bon bah écoutez on va souhaiter bon courage en tout cas à tout le personnel d'RT France et en espérant que chacune et chacun puisse retrouver très rapidement un travail. Je crois qu'ils prennent 3 mois de salaire en compte. Hein. Ouais, 3 mois de salaire. 3 mois de salaire. Donc voilà, c'est au moins de quoi pouvoir se Bah, on relever un leur petit souhaite peu. de rebondir et de. Alors Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, était à la radio ce matin. Il est très inquiet. Il est possible que le pire soit devant nous. C'est-à-dire, Parce que ça veut dire quoi? Nous sommes rentrés dans une logique de siège. Jusqu'à présent, les forces russes pénétraient en Ukraine avec l'hypothèse d'un blitzkrieg, d'une entrée rapide et qui aurait permis à la Russie d'avoir la maîtrise sur l'Ukraine. Or, ce n'est pas le cas en raison de la résistance forte de la part des Ukrainiens, exemplaire. Voilà, Jean-Yves Le Drian, très inquiet, qui a été appuyé cet après-midi par un appel téléphonique entre Emmanuel Macron, président, et Vladimir Poutine. Poutine a été intransigeant, il ne veut rien céder, il entrevoit vraiment ce qu'il veut, c'est-à-dire prendre l'Ukraine, et il également a rajouté qu'il n'excluait pas de rajouter d'autres revendications. Du coup, l'Elysée a sorti ce petit communiqué en disant qu'ils étaient effectivement très inquiets pour la suite à donner de ce conflit. Alors, si vous le voulez bien, on en reparlera dans notre premier sujet, justement. Et cette question, est-ce que vous craignez la suite concernant cette guerre, cette invasion? On en parle. Mais dans un instant, on termine ce zapping avec notamment Pécresse qui trouve qu'il y a des candidats parmi les castings que nous est proposés qui sont décrédibilisés par rapport à cette crise et à leur prise de position. À l'image de Mélenchon, par exemple. C'est ce que dit Pécresse, on en reparle dans un instant. Le LGF, merci d'être avec nous avec Audrey Pronesti, avec Farid Tamsamani, qui est avec nous sur France Maghreb 2, évidemment. Ravi de vous retrouver. Alors, il faut qu'on accélère un petit peu, les enfants. Pécresse, il y a un certain nombre de candidats qui sont décrédibilisés par rapport à Pécresse. Alors, vous avez vu cette image de Pécresse sortant du salon de l'agriculture et disant au revoir et disant « Je vais m'occuper de l'Ukraine ». Elle a d'ailleurs créé son conseil de défense, Valérie Pécresse. J'en rigole parce que vraiment c'est comique quoi. Voici ce qu'elle dit sur les autres candidats. Un certain nombre de candidats qui sont décrédibilisés par leur proximité. Avec d'Éric Vladimir Zemmour, Marine Le Pen, Poutine, Jean-Luc Mélenchon, qui ont dit qu'ils voulaient des Poutines français. Alors je sais pas où elle a entendu ça moi. Personnellement, Farid, je sais pas. Si, non, Éric Zemmour l'exprimait, il disait que... Éric Zemmour, mais Mélenchon, par exemple. Ah, Mélenchon, je sais pas. Mélenchon. Sur cette ligne, il a été un peu plus... Voilà, il a été plutôt très clair depuis l'intervention de Poutine en Ukraine. Après, Mélenchon, je n'ai pas le souvenir qu'il ait soutenu ou quoi que ce soit. Maintenant, Mélenchon, l'extrême gauche, en réalité, dans son ensemble, a toujours cette considération pour l'ancienne Russie. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que l'URSS et la Russie, c'est deux choses différentes. Ouais. Et Poutine n'est absolument pas un soviétique. Enfin, je pense que ça, on l'aurait tous compris. Maintenant, il y a aussi... il y a quand même cet argument de dire, cet argument récurrent qui est de dire que c'est un ancien agent du KGB et que c'est pour cette raison que c'est un grand méchant. Et du coup, voilà. Non, mais moi, je te dis ce que j'ai entendu. Voilà. Pour l'extrême gauche, en fait, il y a juste un anti-américanisme primaire qui fait que tout ce qui est contre les États-Unis, forcément, on va le soutenir. Maintenant, après, j'ai rien entendu de tel chez Mélenchon. Ouais, non, mais par contre, l'argumentaire de Pécresse, moi je pense que tout est bon pour essayer de discréditer. Elle est en campagne. Elle est en chute libre, et faut tout le dire. est bon pour discréditer ses adversaires et que ce soit vrai ou faux, elle a pas, c'est la campagne, quoi. Exactement. Elle a pas de scrupules. Alors, il y en a on va pas se mentir. un autre candidat qui a obtenu d'ailleurs ses 500 parrainages, c'est demain. Hein. D'ailleurs, vous le savez, il n'y aura pas de grande surprise et visiblement pas d'autres candidats que ce que l'on connaît là aujourd'hui. Même Poutou les aura pas visiblement les 500 signatures. Ah, je sais. Dans le groupe LGF, on avait Karine qui disait que lui, il les aura apparemment. Poutou ? Ouais.
Ah, d'accord. Ah Bah bon. écoute, Karim qui est bien informé, ok, très bien. Par contre, Anas Kazib les aura pas, visiblement. Moi, j'aurais pensé plutôt qu'ils se seraient associés. Mais bon, Et bah oui, c'est visiblement. dommage. Bah, Ouais. oui, voilà, Avec qui c'est- Bah, Anas Poutou et Kazib Anas et Poutou, Kazib. mais Rien à bon. voir. Mais même si ça n'a rien à voir, il y a un Ça n'a moment donné, strictement rien à voir. mais tu connais des politiques qui s'associent alors qu'ils ont rien à voir. Moi, j'en connais. Hein, Mais non, donc, quoi, ça n'a rien à voir. Farid, il était au MPA, Kazib. Oui, mais Initialement. à part. Ah oui. Non mais oui, mais Et après, il y a eu brouille parce que. Tu voilà. sais, quand il est question Non, ils ont- de ils sont- s'allier pour avoir des parrainages, je pense qu'on trouve bon, des compromis. Je ne suis pas introduit au NPA comme Oui. vous pouvez l'imaginer. Oui. Mais il me semble, de la part de Poutou, qu'il a une ligne un peu plus universaliste que l'autre. C'est tout. Ouais. Oui, mais comme Alors- j'ai dit, il y a toujours des Alors, arrangements. Il y en a pour qui donc il a eu ses 500 parrainages, c'est Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan, et il dénonce lui une récupération politique de cette affaire. Et maintenant, il y a une certaine instrumentalisation du drame ukrainien pour que les Français se détournent les yeux du bilan d'Emmanuel Macron, des propositions des candidats. Il aurait tort de s'en priver, non, Emmanuel Macron, pour le coup, là. Nicolas Dupont-Aignan, il est gentil, mais il aurait tort de s'en priver. Bah oui, Non, là, c'est pas- on fait l'avocat du diable, mais bien sûr, il aurait tort de s'en priver. En tout cas, il y en a un qui a tenu à rassurer quand même Dupont-Aignan et les autres. Il y aura bel et bien une campagne, c'est Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Il va y avoir une campagne. Il y a une élection présidentielle, il y aura une campagne, il y aura un débat démocratique, il est important. Vous y croyez, franchement, vous? Est-ce que la campagne, elle est pas morte, là? Moi, je pense qu'elle est biaisée. Je dis pas qu'elle est morte, mais elle est vraiment biaisée. Parce que c'est clair et net que les Français, d'une part, même s'ils ont envie d'avoir des éléments supplémentaires parce qu'ils sont quand même dans le flou, je pense qu'on n'a jamais été autant dans le flou. Mais le conflit international rajoute aux inquiétudes et aux angoisses des Français. Donc, bien sûr que c'est biaisé. Alors, C'est biaisé. autre question qui est posée aussi, Farid Audrey, ami auditrice, auditeur, c'est la possibilité que la Russie, la Russie influence quelque peu ou essaie, via différentes manœuvres, d'influencer l'élection présidentielle. Voici ce qu'en pense Jean Lassalle. Si puissant que croit être M. Poutine, il n'a quand même pas la possibilité de régler le rythme des élections en France, surtout lorsqu'il s'agit d'une élection présidentielle. Tu partages son avis, Farid, ou pas? Vraiment? La Russie a montré sur les différentes élections précédentes, que ce soit en France ou aux États-Unis, bah oui. une volonté. Alors, il faut faire attention. Une volonté de vouloir influer de près ou de loin. Bon, ça me paraît normal quand on est une puissance comme la Russie. Bah oui. Les États-Unis font la même chose. On a parlé tout à l'heure de ligne universaliste ou de AGI. Ils font exactement la même chose en France. Et la France fait la même chose également dans d'autres pays. Ça me paraît tout à fait logique. Maintenant, je pense que directement ou indirectement, l'intervention militaire de la Russie va favoriser je pense, le sortant en France qui est Emmanuel Macron, ça malheureusement pour l'instant c'est parti pour, et ce qui va priver malheureusement du débat, du véritable débat sur le quinquennat, le bilan, exactement. Oui. Ça, je trouve ça un peu... mais c'est en cela que je disais que c'était après, biaisé, exactement. Mais c'était déjà biaisé déjà avec le Covid. Hein. C'est vrai, non, mais bien sûr. Ouais. Mais au moins, les Français, ils étaient concentrés sur ce fait... Il a disparu le Covid. Qui était particulièrement problématique. Alors qu'il y a toujours des gens qui décèdent du Covid, attention. Absolument. Mais moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Je rentrais, je sais pas toi, quand tu es revenu d'Italie, Farid, mais moi, je rentre... Tu as dit que j'étais en Italie. Oui, d'abord, oui. D'où tu veux, je sais pas, mais en tout cas, moi, je rentre d'Istanbul, je rentre, je suis dans le, vous savez, les bus qui nous descendent du tarmac jusqu'à donc à l'aéroport. On est resté coincés dans ces bus. On était, je sais pas, on devait être plus d'une cinquantaine, mais vraiment oppressés les uns contre les autres. Et ils nous laissaient même pas ouvrir, ils ouvraient même pas les fenêtres. Mais là, par contre, il n'y avait pas de problème de Covid. Donc effectivement, on peut se dire, oui, je pense qu'une actualité en chasse une autre. Et non, le Covid est toujours là. Et voilà. Donc là, les gens sont concentrés. Les médias, bien sûr, parlent d'un sujet qui est grave, mais le Covid est toujours présent. Alors, il faut qu'on écoute un certain Hubert Védrine, que vous connaissez, un ancien ministre des Affaires étrangères sous Jospin, qui était l'invité d'Europe 1 ce matin et qui dit qu'il faut rester en contact avec Vladimir Poutine. Il faut parler avec Poutine. Le dire, Hubert Védrine, parce il y a en ce moment, on va les appeler des va-t-en-guerre qui ne cessent de dénoncer régulièrement le nouveau Munich, le nouvel Hitler, etc. Et ce que vous dites aujourd'hui, ce que vous écrivez, c'est une réflexion sur le long terme. Vous l'avez toujours dit et écrit.
toute façon, ces références à Munich, c'est toutes les semaines depuis 70 ans. Bon, il y a des gens qui vivent de ça. C'est un fonds de commerce de dénoncer le nouveau Munich, le nouvel Hitler. Puis il y a des tas de gens qui seraient heureux de pouvoir combattre sans risque pour eux le nouvel Hitler. Bon, parce que c'est des attitudes personnelles, égotistes. Et c'est paresseux, en fait. C'est paresseux parce que... C'est une paresse intellectuelle ? Oui, parce que replaquer sans arrêt des éléments du passé et du XXe siècle, ça fonctionne pas tout à fait. Il peut y avoir malheureusement des points de comparaison, mais ça n'explique pas la situation actuelle et ça donne pas de pistes sur ce qu'il faut faire. Donc ça donne pas de pistes pour préparer l'avenir. Mais maintenant, préparer l'avenir, c'est pas tout de suite. Dans l'immédiat, c'est la demande adressée à Poutine, et le président Macron a absolument raison de garder le contact. Il est à peu près le seul, mais il a absolument raison de le faire avec Poutine. Malgré tout, malgré les échecs, malgré le procès en naïveté, tout cela. Mais ça veut rien dire, le procès en naïveté. Je reviens à la guerre froide, parce que puisque Poutine, par sa décision tragique et absurde, nous ramène au début de la guerre froide. Au tout début, même pendant la guerre froide, face à une Union soviétique très menaçante, plus armée, beaucoup plus capable d'attaquer, faisant assassiner en douce beaucoup plus de gens que ne l'a fait la Russie, il y a quand même toujours eu des discussions, des négociations. On s'égarait pas avec des raisonnements du genre, on parle pas avec les gens qui partagent pas nos valeurs. Bon, heureusement. Donc il y a des négociations avec des grands accords de réduction des armements, de limitation, les accords ABM, FNI, etc. Et finalement, qu'est-ce qui a gagné la guerre froide ? C'est l'Occident, c'est l'URSS qui s'est décomposé à l'arrivée. Donc il faut pas le faire par faiblesse, il faut pas le faire par approbation. Et il n'y a rien à approuver dans ce que fait Poutine, naturellement. Mais il faut avoir confiance en nous par rapport à ça. Alors, dans l'immédiat, j'y reviens, il faut simplement résister et insister sans arrêt sur le cessez-le-feu, c'est ça l'urgence, et garder le contact quand même. Garder le contact. Hubert Védrine, sur Europe 1 ce matin. Il a raison, Farid ? Ah, il a raison d'un point de vue purement diplomatique. Maintenant, il parle de fonds de commerce, ça me fait doucement rire en venant de sa part à lui. Parce que lui aussi, il a un sacré fonds de commerce. Et il y a belle lurette que je n'accordais pas. En dehors du fait que ce qu'il peut dire est parfois pertinent, que je n'accorde d'importance à ce monsieur qui a une lourde responsabilité dans le génocide rwandais. Ouais. Donc toi, parmi ceux qui disent qu'on a eu 2 ministres des Affaires étrangères qui ont été quand même une compétence un peu au-dessus des autres, il y avait Dominique de Villepin et Hubert Védrine. Tu enlèves Védrine ? J'enlève les deux. T'enlèves les deux ? Oui, tout à fait. Ah oui. Pourquoi t'enlèves de Villepin ? Ça m'intéresse. Parce qu'en fait, c'est de la communication. Ouais, Dominique de Villepin, pour ceux qui le connaissent personnellement, c'est l'esprit colonisateur par excellence. Et pourtant, il donne le contraire au change. C'est ça que je... C'est un monsieur qui s'est enrichi sur, je le dis comme je le pense, oui, parce que j'ai vu qui le dit, oui. Bien sûr, parce que j'ai vu les preuves, tout simplement, qui s'est enrichi grâce à un certain nombre de présidents africains. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, Dominique de Villepin, tout le monde a en tête son fameux discours 2004. De 2004, c'est ça, 2003, la guerre en Irak, et où effectivement il a fait ce grand jeu d'éloquence, comme on le connaît à l'ONU, effectivement. Ce que les gens ne savent pas, parce que c'est toujours très hypocrite, en fait, les affaires étrangères, c'est que le lendemain, pas 6 mois après, le lendemain, les États-Unis d'Amérique ont forcé la France, et il a signé avec le président Jacques Chirac des accords militaires comme pas possible. Bien sûr qu'il... Tu as raison. Et voilà, bon, ça c'est mon côté où je creuse un peu plus. Maintenant, ça n'empêche pas que quand il dit qu'il fait beau alors qu'il fait un soleil magnifique, il a raison, tout simplement. Et Hubert Védrine, il a raison sur un élément. Non mais t'as tout dit là, je crois. Voilà, quand Hubert Védrine dit qu'il faut pas couper les ponts avec Moscou et Vladimir Poutine, il a complètement raison. Personne va lui dire non, il faut y aller, il faut aller faire absolument la guerre. Maintenant, il a aussi lui un fonds de commerce, parce que il y a quand même, je rappelle que c'est un des rares ministres, ou en tout cas hommes de la politique française, qui, quels que soient les présidents de la République, ont toujours eu des missions, toujours eu des rapports à rédiger ou des postes à responsabilité. Ce sont des gens qui vivent sur le dos des Français. Et je rappelle juste une chose, au-delà du Rwanda, qui pour moi était quelque chose d'effroyable, et où il n'a pas tout dit, et peut-être que j'espère que dans ses mémoires, un jour, il dira la vérité, mais il y a autre chose. Ce monsieur-là a quand même eu des affaires, ou en tout cas siégé sur des banques américaines. Donc du coup, ça me fait doucement rire quand ils viennent donner des leçons aujourd'hui, ici ou là. Alors, vous voulez une bonne nouvelle pour finir vas-y. C'est Jean Castex qui nous l'a livré je sais, en début d'après-midi. J'ai oublié qu'il était Premier ministre, ce monsieur. Ah oui, moi aussi. Mais pourtant, il l'est encore pendant un mois. Un peu plus même. Jean Castex, sur le Covid, le masque, terminé. Le pass vaccinal, terminé. La situation s'améliore grâce à nos efforts collectifs, grâce aux mesures que nous avons prises. Donc oui,
nous allons effectivement, les conditions sont réunies pour une nouvelle phase d'allègement des mesures. Donc, je vous annonce qu'à partir du lundi 14 mars, nous allons suspendre l'application du pass vaccinal partout où il s'applique. Et deuxième mesure, à la même date, on a voulu quelque chose de simple, fin du port du masque obligatoire dans tous les lieux où il est encore applicable, c'est-à-dire plutôt à l'intérieur, sauf, je le précise bien pour vous, il y a deux mesures qui continuent à rester en vigueur. Le port du masque restera obligatoire dans les transports collectifs de voyageurs. Et deuxième mesure qui reste en vigueur, le pass sanitaire, ça concerne les établissements de santé, les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes en situation de handicap qui sont particulièrement fragiles. Là, le pass sanitaire reste en vigueur, de même que l'obligation vaccinale qui s'applique aux soignants. Je comprends rien parce qu'en fait, dans les transports, effectivement, on nous dit qu'il faut garder le masque. Par contre, dans les centres commerciaux qui sont bondés le samedi après-midi, pas de problème, on pourra l'enlever visiblement. Et quand on va dans un concert, donc plus besoin du pass vaccinal, et on pourra être massé, collé, etc. pour... c'est incompréhensible, je comprends pas. Soit on y va, ça n'a jamais été logique, de toute façon. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais pour le coup, là, moi, ce que j'entends, la première chose qui me vient à l'esprit, Christophe, je vais quand même être très honnête avec toi, c'est que le fait de me dire que je vais reprendre les cours sans masque, c'est quand même quelque chose qui me fait bien plaisir, et que le fait de savoir que les petits bouts de chou, les élèves vont pouvoir parler et apprendre sans masque, ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Donc, ça veut dire que pour les enfants, plus de masques dans les classes? Visiblement non. Je veux dire, c'est du français. Déjà, il l'avait dit avant. Moi, j'attendais de voir. J'espère qu'il va pas changer d'avis. Parce que là, le masque est encore dans les classes, visiblement. Moi, j'attends de voir lundi. Après, comme je l'avais dit, moi en ce moment, je suis quand même sur une classe où la phonologie est extrêmement importante. Donc, quand on a un enfant qui parle en plus à 6 ans, ils sont assez timorés, donc ils s'expriment pas de façon très claire. Et quand on doit leur apprendre tout ce qui est phonographie, tout ce qui est phonème, moi, je suis désolée, je leur demande de baisser leur masque. C'est pas possible d'apprendre autrement. Donc, moi, j'ai bon espoir et j'espère qu'on va pouvoir les enlever. Bon. Alors, on va passer à notre premier sujet, si vous voulez bien. Ouais, Christophe, si je peux. Oui, vas-y. Cette volonté de suspension là, du pass vaccinal, etc., au 14. Oui, 14 mars. Je vais pas faire mon complotiste de base, mais franchement, Castex, il donne de l'eau au moulin à tous les complotistes. Entrée en campagne du président de la République. Pile poil. On annonce la fin du pass vaccinal au 14. Juste avant, mais ça, on s'y attendait. Farid, c'est une décision qui a été prise à l'issue du Conseil. Non mais d'un point de vue sanitaire, Conseil sanitaire qui a eu lieu mercredi. D'un point de vue sanitaire, elle s'explique. Il y a beaucoup moins de gens, et tant mieux. Oui, mais le faire maintenant, tu as raison. Tout le monde s'y attendait, Christophe. On s'y attendait tous, pareil. Je suis d'accord. Voilà. Moi, il y a juste un truc, c'est que par contre, pour ceux qui voyagent, notamment à l'étranger, il va y avoir un souci, c'est parce que la France va suspendre son pass vaccinal, ce qui n'est pas le cas des autres pays. Exact. Et donc du coup, malheureusement, on va devoir, par exemple, sur mon pass vaccinal, par exemple, on va devoir repartir sur une nouvelle dose. Moi qui pensais esquiver, parce qu'à l'étranger, justement, ils le demandent. Oui, alors je crois que c'est 2 doses minimum. Hein. Ça dépend des pays. Sauf que Christophe, quand tu es tombé malade du Covid. En France, en fait, ça te permettait l'équivalence d'une dose. Exact. En fait, sauf que c'est plus le cas maintenant. Ça dépend des pays, malheureusement. Ouais, en tout cas, si vous devez voyager, il faut vraiment se rencarder. Vraiment, vous allez. C'est un bazar sans nom, les règles sont pas les mêmes selon où vous allez. Ça dépend des compagnies aériennes. Des pays d'Asie qui sont très très stricts par rapport à ça, par exemple. Je peux vous le dire. Moi, pour ma petite escapade Dubaï à Abu Dhabi, j'ai fait 4 tests en une semaine. 4. Voilà. Même pour passer d'un état à un autre aux Émirats, il faut un test. Donc c'est bien ce qu'on dit, ça dépend des pays. Moi, en tout cas, je sais que pour la Turquie, ils sont encore en pays orange. Ils demandent pas particulièrement de tests. Si le pass sanitaire est total, pas besoin de test PCR, pas besoin de test antigénique. Oui, mais les règles sont pas les mêmes. Voilà, selon que tu ailles en Turquie ou ailleurs, tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais par contre, au Maroc, par exemple, en Algérie, pareil. En revanche, si le pass sanitaire n'est pas complet, mais ils se sont arrêtés à l'exigence de 2 doses pour la Turquie. Bon, alors on va passer à notre premier sujet. Messieurs, dames, mais vous pouvez évidemment, amis auditrices, auditeurs, nous rejoindre au 01 40 33 9000.
Vous connaissez la situation, c'est maintenant depuis une semaine maintenant, jour pour jour, que la Russie a décidé donc de rentrer en Ukraine. Vous connaissez la situation et Emmanuel Macron qui a dit cet après-midi est très inquiet pour la suite après avoir eu Vladimir Poutine au téléphone pendant 1h30. Ils se sont entretenus. Et c'est vrai, c'est un des seuls dirigeants qui reste en contact avec Poutine pour essayer de parler avec lui, pour essayer d'obtenir l'arrêt des combats. Sauf que Poutine est plus déterminé que jamais, visiblement, et en croire l'Élysée. Il veut prendre l'Ukraine, c'est ce qu'on nous dit. Et il n'exclut pas, parce qu'il y a des pourparlers qui ont lieu en ce moment, il n'exclut pas rajouter d'autres revendications à ces demandes. Donc l'Élysée nous dit aujourd'hui qu'il y a des raisons d'être très inquiet pour la suite, que le pire est peut-être à venir. Farid, est-ce que tu crains la suite de ce conflit, de cette guerre, de cette invasion ? Il faut toujours craindre, effectivement, le pire. On le voit jour après jour, effectivement, avec cette invasion russe, enfin, en tout cas, pas russe, mais en tout cas de la Russie, qu'il faut différencier les Russes de la Russie, et notamment de son pouvoir. Oui, le pire, chaque mort supplémentaire, en fait, c'est déjà le pire, tout simplement. Après, voilà, on est dans une guerre d'échecs, on est dans une volonté d'humiliation, en tout cas, de parts et d'autres, ce qui, à mon avis, est une bêtise. Je pense que Vladimir Poutine a fait une grosse erreur en pratiquant l'invasion d'un pays en entier, même si sur le terrain, en fait, il n'a pas envahi l'Ukraine en entier. En fait, il fait ça de manière très méthodique. On est d'abord sur il assiège. Il assiège d'abord il encercle les grandes villes. Exactement. En prenant les points stratégiques. Voilà. Certains disent, notamment de la part des États-Unis, enfin en tout cas d'informations venant des États-Unis, qu'il est un peu en difficulté, ce que je ne crois pas absolument pas. Moi non plus, je ne crois pas du tout. Ça, c'est de la propagande. Quand on connaît l'ampleur de l'armée russe, en réalité, on sait pertinemment qu'il n'est pas en difficulté. Il est dans une volonté, je pense... de carburant, on nous avait même annoncé, comme ils avaient fait des sciences. Non, mais de toute façon, il avait préparé. Donc... Mais bien sûr. Alors est-ce qu'on peut dire, Farid, pardon de te couper, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la situation, que oui, Poutine est le seul responsable de ce qui se passe aujourd'hui? Oui et non. Alors, attends. Ouais. Qu'il est seul responsable dans le fait d'avoir envahi l'Ukraine aujourd'hui, enfin, tenté d'envahir, mais qu'au demeurant et en amont, même s'il est coupable de ce qui se passe aujourd'hui, il n'est pas le seul responsable. Non, en fait, lui, il est tombé dans le panneau. En fait, lui, il est tombé... Je sais pas si vous faites attention, si vous regardez un peu la communication des États-Unis d'Amérique, elle est quasiment nulle. Oui, et en fait, depuis Biden. Mais au-delà de Biden, en fait, Biden, c'est le président, mais en réalité, derrière, c'est beaucoup plus structuré que ça. Bien sûr. Les États-Unis, en fait, ont poussé Poutine à faire la bêtise. Poutine, pendant plus de 20 ans, depuis son accession au pouvoir, il était resté plus ou moins puissant, il était monté en puissance et il était plus ou moins craint. Là, en fait, il a fait une erreur stratégique qui est laquelle? Qui est, au lieu d'aller envahir ou devenir un peu comme la Crimée, aider les gens qui sont russophones, de culture, de langue, etc. Le Donbass, par exemple. Le Donbass, par exemple. Ce qui aurait, en vérité, ce qui aurait laissé, malgré tout, la Russie agir. Là, il fait une erreur, c'est qu'il décide de prendre un pays. Et qu'il veuille que Poutine le souhaite ou non, en fait, les Ukrainiens ont déjà fait leur choix. Bien sûr. Le choix, c'est on ne veut pas de la Russie. Alors, ça dépend où, hein, dans le Donbass. Christophe, même dans le Donbass, c'est beaucoup... Dans le Donbass, t'écoutes les Ukrainiens aujourd'hui, ils te disent c'est pas les Russes qui nous bombardent, c'est l'Ukraine qui nous bombarde depuis 10 ans. C'est complètement vrai, mais c'est pas pour autant que même dans le Donbass, ils veulent absolument être rattachés exclusivement à la Russie. C'est pour ça que je pense que Poutine est tombé dans le panneau. Maintenant, il est dans la situation dans laquelle il est, il va vouloir absolument négocier, et c'est tout à fait Et il ne normal. fera pas marche arrière. Il sera obligé à un moment donné... À un moment donné, mais pas pour l'instant, et c'est pour ça qu'il essaye il fera pas marche arrière, pourquoi? Parce qu'en vérité, effectivement, il a un ego démesuré, et il y a une question d'orgueil aussi. Mais la difficulté, c'est que, qu'on le veuille ou non, je pense que l'erreur qu'il a faite, c'est de vouloir s'en prendre à un pays, et en fait, en faisant ça, il a réveillé non pas l'Ukraine, il a réveillé tout un nombre d'autres pays qui, eux, ont peur maintenant aujourd'hui et qui vont tous vous vouloir. Parce que, quelle était la volonté? Quand je dis les États-Unis ont poussé Poutine à faire cette erreur, quelle était la volonté de Poutine? C'est de dire stop à l'OTAN et on veut plus d'OTAN à nos frontières. C'est ça. Oui, ça. Sauf qu'il va se récupérer quoi? Tout le contraire. Tout un certain nombre de pays vont vouloir absolument adhérer à l'OTAN pour, justement, par crainte de Poutine. Exact. Et ce qui va se passer, sans faire de projections farfelues, mais ce qui va se passer, c'est que
à l'intérieur même du pays, de la Russie, il va commencer à se fissurer, notamment dans la population. C'est le pari des États-Unis, très clairement. C'est qu'à un moment donné, les sanctions économiques sont tellement fortes que la population va vouloir surveiller. Alors, il va la mater. On le sait dès maintenant. Les quelques manifestations qui ont eu à Moscou, à Saint-Pétersbourg ont été matées. Là, on le sait que d'un point de vue de la liberté la Russie, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais il va tenir. Ça, c'est clair, il va tenir. Il a anticipé surtout, il a préparé. Il a anticipé, je suis complètement d'accord. Les matières, les ressources. Les sanctions, moi, ça me fait rigoler. C'est pas ça qui va faire trembler. Alors, en termes Non, je suis pas d'accord. En termes de sanctions, je me dis qu'il pourrait quand même au moins tenter de faire une action sur le plan des cyber-réseaux. Non, bien sûr qu'il va faire expliquer pourquoi je suis pas d'accord. Les cyber-réseaux, ça peut être embêtant quand même. Les sanctions qu'on impose aujourd'hui à la société, à la Russie, pardon, qui en sont qui en subissent le plus les conséquences? Pas c'est les entreprises, par exemple, des entreprises françaises qui vont subir les conséquences de ces fameuses sanctions. Non, Christophe. En particulier. Mais non, Christophe. Les premiers qui vont subir les conséquences des sanctions économiques, c'est le peuple russe. Bah oui. C'est aussi simple que ça. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas la Russie, que la Russie n'est pas une économie structurée, au sens comme on l'entend soit en Europe, voire même en Chine. Contrairement à ce que l'on pense, la Russie, en fait, est un pays qui financièrement... On tire une balle dans le pied quand même, avec ces sanctions. Alors, ça se retourne contre nous. Non, mais t'as raison, il y a que des entreprises françaises, et pas que françaises d'ailleurs, qui commercent en Russie, pour la plus connue d'entre elles, qui est Total par exemple, qui a un certain nombre d'investissements qui soit vont être gelés, soit vont être annulés tout simplement. Ça, c'est un coût, tu as complètement raison. Il y a un deuxième coût, c'est que on a, notamment sur le blé, on a des importations qui ne pourront plus se faire, ou en tout cas ou des exportations qui ne pourront plus se faire, notamment dans l'agroalimentaire. C'est pour ça que je dis que l'industrie, l'économie... aussi, hein, mais la France a quand même la possibilité... Peu la France. Peu la France, mais par exemple l'Allemagne, très emmerdée. Les Allemands, en fait, c'est les Allemands qui freinent des cas de fer, sauf que même... L'Italie. L'Italie, en fait, a fait un choix, l'Italie. L'Italie a considéré de faire de mettre une croix sur la Russie et de se retourner pour l'instant vers les Algériens, par exemple, sur le gaz. Mais le problème, c'est que... Donc ça aussi, c'est une je sais pas si notre chère amie Sofiane nous écoute, mais ça aussi, c'est une lubie de faire croire qu'en fait l'Algérie va pouvoir remplacer la Russie dans la fourniture de gaz. C'est impossible. Elle n'a pas les moyens, effectivement. Voilà, mais tout ça pour te dire, tu as raison. Et d'ailleurs, Macron en parlait hier soir, quand il dit que, même si c'est un peu hypocrite, parce qu'en vérité, la montée du prix de l'énergie en France, elle ne date pas de l'invasion de l'Ukraine. Elle datait déjà il y a quelques semaines, quelques mois. Exactement. Sauf que là, on s'en sert. Là, ça va s'accentuer, effectivement. Ça, c'est complètement vrai. Mais à 116 $ le baril, je crois, ce matin. Ouais, il va toucher les 120, voire peut-être même toucher les 150 à un moment donné. Mais même ça, il faut pas voir ça comme ça uniquement sur ce jour-là, parce qu'en fait, le pétrole, en fait, s'achète sur des contrats à terme. Donc du coup, en fait, il est déjà payé, anticipé, mais ça a quand même une conséquence sur le gaz, sur le pétrole, etc. Alors, j'aimerais qu'on écoute Reda, qui nous appelle de Rennes, en Bretagne. Bonjour, mon Reda. Bonjour à vous tous. Bonjour. Salut Reda. Ukrainien. Aux victimes russes. Un conflit, c'est toujours amer. Ouais. Après, je veux le dire juste, Poutine, ils étaient contents, l'Occident, de l'avoir trouvé en Syrie. Après, voilà, il a fait beaucoup d'erreurs quand même avec le peuple tchétchène. Faut pas oublier toutes les victimes tchétchènes. Génocide tchétchène. Voilà, c'est un génocide. D'ailleurs, il y a beaucoup de Tchétchènes dans l'armée russe aujourd'hui. Hein. En Syrie, on n'en parlait pas de Syriens. On n'en a rien à foutre des Syriens. Il fallait accueillir les Syriens ou quoi. Là, il y a un grand pont là pour l'Ukraine et tout. Moi, ce que je viens de voir, c'est que je paye le gasoil 1,90. La semaine dernière, je payais 1,70. C'est clair. 1,90 aujourd'hui, là, Reda, en Bretagne. Moi, moi, j'ai payé plus de € tout à l'heure. Voilà, et moi, j'ai peur que ça lui monte au crâne. C'est un ancien du KGB, hein. Ouais. Monsieur Poutine, c'est pas Monsieur Macron. Hein. Non, mais... C'est pas du tout c'est pas la même stature. Et après, moi, franchement, ma plus grande crainte, c'est qu'il commence à avoir les oreilles comme un berger allemand, là. Et à regarder, vous savez, il y a la Turquie fait partie de l'OTAN. Et j'ai très grande angoisse, le canal du Bosphore. Oui. C'est très stratégique. J'ai une très grande pensée pour le peuple turc. J'espère vraiment que leurs dirigeants ne sont pas corrompus et que c'est des bonhommes. Mais non, mais en fait, la Turquie, on en parlera tout à l'heure, mais là, il y a des questions à se poser sur Erdogan, hein, pardon. Le Mektoub devant nous. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Reda. Tu nous écoutes comment à Rennes? Reda, tu nous écoutes comment à Rennes? Par le DAB.
Parle d'Ab. Ah bah formidable. Merci à toi mon Reda. Mais Christophe, je voulais juste répondre à ce qu'il disait sur l'inquiétude qu'il avait par rapport au Bosphore. Là, ils ont juste appliqué la convention de Montreux dans le cadre d'un conflit, mais en fait les sous-marins et les navires russes étaient déjà présents dans le Bosphore. Donc au final, c'est une application qu'ils ont mis en place parce qu'ils font partie de l'OTAN et la Turquie est coincée là en ce moment dans cette situation. Ouais, enfin elle est coincée, elle se coince toute seule parfois. Mais si, parce que d'un point de vue géostratégique, en fait, c'est un pays qui a un rôle pivot. Et là, d'un côté, l'OTAN est bien content d'avoir la Turquie dans l'OTAN, et d'un autre côté, la Turquie ne peut pas se permettre d'être contre en fait Poutine. Donc ils sont coincés. On en parle dans un instant si vous voulez bien avec Abdel qui nous appelle au téléphone au 01 40 33 9000. On va s'occuper aussi de Macron. Hier il a parlé. Est-ce que vous n'avez pas l'impression comme moi qu'il a contracté un CDI avec la présidence? On avait l'impression qu'il n'y avait pas d'élection. En tout cas, lui, il se considère là et peut-être même qu'il va être élu sans problème. On en reparle dans un instant. Le LGF, merci d'être avec nous en direct. Émission de référence, émission où on essaie un petit peu de décortiquer l'actualité. Et j'aime en tout cas dans cette émission qu'on apporte un éclairage un peu différent de ce que l'on peut entendre ailleurs, bien sûr. En n'occultant rien, mais en essayant d'apporter un débat plus ouvert. Parce que je sais pas ce que vous en pensez, Audrey et Farid, vous écoutez comme moi les médias, les radios, les télés. Enfin, c'est vraiment un discours, c'est une pensée unique, quoi. On a focalisé, on a réduit, on a simplifié le truc en disant voilà, c'est Poutine le grand méchant loup, etc. On dit pas qu'il est gentil, attention. Ici. Non, on dit pas qu'il est gentil. On essaie de comprendre en tout cas ce pourquoi et comment nous en sommes arrivés là. Et c'est là qui fait un petit peu toute la différence. Et je pense en tout cas, et je regrette que dans les médias français, on n'aille pas faire ce travail, que les journalistes ne fassent pas ce travail, Farid, Audrey, d'aller expliquer la genèse. Tu vois, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on en arrive à une situation pareille. Alors Abdel est avec nous au téléphone, on va l'accueillir. Salut Abdel. Salut à tous. Écoute, moi j'espère que ton chroniqueur il a raison quand il dit que les autres pays vont intégrer l'OTAN. Après, Poutine va négocier. Mais à ce que j'ai retrouvé, ça serait bien que les journalistes fassent ce travail dans les médias, que ça rentre dans nos foyers, c'est qu'on a retrouvé quand même un discours de Poutine en 2007, je crois. Il disait, si vous ouvertement devant plusieurs millions, alors je sais plus si c'est au G7 ou à l'ONU, il disait, si vous n'arrêtez pas de vous approcher de la frontière russe, je vais vous déclarer la guerre. Il l'a dit 3 fois. Donc, à partir de ce moment-là, quand ton chroniqueur dit que tous les pays vont intégrer l'OTAN parce qu'ils ont peur et que ça va calmer Poutine, c'est pas ce qu'il dit. Il dit que s'ils font ça, il peut pas dire le contraire. Chroniqueur, il s'appelle Farid. Et c'est pas incompatible. Il peut pas dire le contraire. C'est logique. Lui, on dit qu'il fait toujours ce qu'il dit. Oui, enfin, il est pas éternel non plus, Poutine. Et ce qui m'a poussé à moi, tu sais ce que j'ai fait, Christophe, je vous dis la vérité. Ce qui m'a poussé hier, j'ai été dans ma cave, j'ai regardé comment elle était, j'ai débarrassé un peu des choses, j'ai commencé à mettre du sel, du sucre, de l'huile, parce que je pense qu'on va y aller. Abdel, calme-toi, t'inquiète, on est très très loin, mais non. Pas confiance. Ben oui, mais t'as peut-être pas confiance, on est très loin de heureusement. On fait rien, c'est ça, parce qu'on n'arrête pas de le titiller, on titille le mec depuis... Est-ce que je peux rassurer notre auditeur? Vas-y, rassure Abdel là, parce qu'il n'a aucun intérêt à taper la France. Il n'a aucun intérêt à aller jusqu'à la solution d'utiliser l'arme nucléaire. Ce que dit Abdel, ça fait écho de ce qu'on peut entendre aussi dans les médias, c'est qu'on est en train d'affoler la population. Et Macron a eu raison hier de dire et de rappeler que la France n'est pas en guerre face à la Russie. Il faut arrêter. Sauf que Christophe, je ne sais pas si notre auditeur a déjà été en Ukraine ou pas. L'Ukraine, c'est à moins de 2000 km de Paris. Oui. Parce qu'il faut bien comprendre ça. Et en fait, pourquoi les gens ont ce discours-là d'être un peu affolés, etc. Je ne suis pas affolé. Je parle pas de l'auditeur forcément, mais en fait, c'est que cette notion de guerre en Europe, en fait, elle est lourde de symboles. Et on pensait qu'elle n'existerait plus. D'accord ? Même lorsque la Yougoslavie a explosé, en fait, c'était un dommage collatéral, en fait, de la fin d'une histoire, depuis Tito jusqu'à l'ex-bloc URSS, etc. Et là, en fait, on se dit, mais en fait, tout ça, c'est terminé. Et là, d'un coup, en fait, on se réveille, on se dit, putain, il y a une guerre à moins de 2000 km. Et c'est une guerre dans le continent européen avec des Européens
On en parlera peut-être. D'ailleurs, le prisme, pourquoi en fait les gens ne comprennent pas que tous les réfugiés n'ont pas la même valeur entre guillemets. Mais c'est tout à fait normal qu'en France ou en Europe ou au sens large, en fait, on ne comprenne pas. Maintenant, je veux rassurer notre auditeur sur, on va dire, la solution, on va dire, la plus extrême de Poutine, de s'en prendre à d'autres pays, etc. Pourquoi il n'ira pas jusqu'à l'arme nucléaire ou quoi que ce soit. Poutine est un monsieur qui est blessé, comme un certain nombre d'ailleurs de l'élite russe, de l'humiliation qu'ils ont pu subir, notamment à la fin de l'Empire soviétique. Ça, c'est une vérité. Il est comme d'autres, on va peut-être parler de la Turquie tout à l'heure, mais il est dans cette volonté de refaire ce qu'on appelle la Grande Russie, comme d'autres l'Empire ottoman, etc., etc. Sauf que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a des peuples. Les peuples aujourd'hui, en 2022, ne sont plus les mêmes qu'en 91 ou en 1945. C'est aussi simple que ça, c'est qu'on le veuille ou non, ils ont découvert ce qu'on appelle la liberté. Alors, avec tous les défauts qu'on peut avoir, on en a parlé d'ailleurs en début d'émission sur la notion de liberté d'expression, mais les Ukrainiens dans leur ensemble, ou d'autres pays qui sont aux alentours, des anciennes pays de l'Union soviétique, pour l'essentiel, je dis bien l'essentiel, veulent vivre de manière très libre. C'est pour ça que Poutine, en fait, a fait une erreur stratégique en la matière, c'est que même les gens qui sont russophones et qui auraient pu être effectivement... Je parle pas de ceux qui se font bombarder par le pouvoir à Kiev, etc. Mais ces gens-là, en fait, ne reviendront jamais à la Russie. C'est aussi simple que ça. Et pour terminer... Les Américains, il n'a pas peur de nous. Qui ça? Poutine. Je pense que Poutine a peur de personne en réalité. Non, il n'a pas peur des Américains. Je pense que lui, à titre personnel, il a peur de personne. Effectivement. J'ai une question à te poser. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des missiles à tech nucléaire en Allemagne qui appartiennent aux Américains? C'est vrai, ça? Oui. Bien sûr, mais pas qu'en Allemagne. Ben oui. Mais c'est ce qu'on appelle les bases de l'OTAN. Tout simplement. Elles sont, et là où il a raison, mais le problème, c'est que il n'a pas la même puissance que les États-Unis. Il faut aussi reconnaître ça. C'est qu'en France, deuxième armée mondiale, la Russie. Oui, non, moi j'y crois pas. Bah oui, dans le classement. J'y crois pas non plus. Mais j'y crois pas. En fait, les investissements. C'est un mythe. Ça l'était, ça ne l'est plus. Non, en fait, la Russie est une immense puissance militaire. Ça, c'est une évidence. Ça, il y a pas à discuter. Et c'est la deuxième d'un point de vue. Ça l'est d'un point de vue de ce qu'on appelle de l'armement nucléaire. Maintenant, une armée, c'est pas que le nucléaire, c'est beaucoup d'autres choses. Maintenant, ce qu'il faut, et c'est pour ça que les Américains sont très taiseux en ce moment, en réalité, c'est qu'en fait, la Russie n'est pas une puissance complète. Et une dernière question. Et à ton avis, s'il y a une guerre, là, quelle va être la position de l'Algérie? Sur quoi? Une guerre où ça? Mais non, mais il y a un échauffement grave. Quelle est la position de l'Algérie, puisque à ton avis, c'est quoi la position de l'Algérie? L'Algérie, elle est très simple. La solution, elle reste partenaire, elle reste neutre. D'ailleurs, on l'a vu. L'Algérie est partenaire de la Russie comme elle est partenaire de la France, tout simplement. Bien sûr. Donc elle reste neutre. Voilà, elle restera neutre. Alors l'Algérie, on va pas parler que de l'Algérie, mais l'Algérie ou tous les autres pays, en fait, qui sont, on va dire, les pays africains, qui ont des relations fortes, historiques, notamment avec l'ex-bloc. Mais pas que des intérêts économiques. Non. Au-delà des intérêts économiques, non mais ce que veut dire aussi peut-être notre auditeur, c'est que dans l'histoire, l'Algérie a quand même eu des relations très fortes avec le bloc soviétique. Oui, faut quand même le dire. Et ça s'appelle l'histoire. Maintenant, le bloc soviétique s'est effondré. Il y a aujourd'hui un monsieur qui s'appelle Poutine qui, dans les rééquilibrage mondial, notamment contre les États-Unis, en fait, a voulu jouer quelque chose. En réalité, Poutine n'est que le faire-valoir des Chinois, parce que la réelle puissance qui va faire le rééquilibrage avec les États-Unis, ça s'appelle la Chine. Ça vient ma question. Alors, et c'est pas merci c'est pas la Russie, et c'est sûrement pas la Russie malheureusement. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister, je pose la question, hein. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la mort de l'Occident en tant que tel, en tant que bloc dominateur? Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un nouvel ordre mondial avec un nouveau bloc qui émerge? Russie, Chine, Iran. Farid, Audrey. Chine, oui, mais la Russie, non. Moi, la Chine, pour moi, ça fait déjà un moment qu'elle est en train d'émerger et que on s'en rend compte. Taïwan, faut suivre Taïwan, hein. Oui, pas que Taïwan. Il n'y a pas que Taïwan. Pas que Taïwan, mais Taïwan. Non, le véritable conflit, bien sûr, il y a Taïwan, mais il y a un conflit qui va peut-être être précédent de Taïwan. Ce sont les îles en mer de Chine, où il y a un conflit entre la Chine et le Japon historique. Et comme les Japonais ont un accord de défense avec les Américains, mais regardez, si vous analysez bien les déclarations des officiels chinois. Oui. En fait, ils ne veulent absolument pas, alors ils font le chaud et le froid, hein, mais ils veulent absolument pas être en froid
complet avec les États-Unis d'Amérique. Pour une raison très simple. C'est qu'à l'heure où on parle, les États-Unis sont un allié, ou en tout cas un partenaire des Chinois de manière très forte. Pourquoi ? Parce que la Chine, c'est un pays de 1,3 milliard d'habitants, voire un peu plus. Donc, qui a besoin de faire manger sa population, qui a besoin d'importer un certain nombre de ressources d'énergie et de matières premières d'un peu partout, notamment sur le continent africain. Or, pour pouvoir les importer de manière normale, en fait, il y a ce qu'on appelle la sécurisation des approvisionnements. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les États-Unis d'Amérique, les États-Unis sont aujourd'hui basés à travers soit l'OTAN, soit des autres bases, soit en Afrique, au Moyen-Orient, un peu partout, entier, et ils font le travail pour les Chinois. C'est pour ça qu'en fait, il faut arrêter de fantasmer. C'est que la véritable puissance qui va inquiéter les États-Unis d'Amérique, c'est vrai, c'est la Chine, mais pas en 2022. Ouais. La Chine a un plan qui est 2049, c'est-à-dire en 2049, la Chine, c'est officiel depuis maintenant des décennies, en 2049, la Chine doit être la première puissance mondiale. Pour être une première puissance mondiale, il faut être ce qu'on appelle une puissance complète, militaire, financière, économique, diplomatique, etc. Or, aujourd'hui, ça n'est pas encore complètement le cas. C'est pas encore complètement le cas, elle rattrape son retard. Ça, c'est vrai, elle rattrape son retard. C'est pour ça que la Russie n'a pas le même rôle. La Russie n'a pas par exemple, la Russie n'a pas d'économie structurée, je le disais tout à l'heure. Elle a des matières premières très fortes. Elle a une puissance financière entre guillemets aujourd'hui, mais elle a une puissance militaire, ça c'est incontestable, mais elle n'a pas, c'est pas encore une puissance complète. Maintenant, il y a toujours les gens qui fantasment parce que c'est l'anti-américanisme primaire, et effectivement les Américains sont pas que des gentils, faut quand même le souligner. Mais sur la fin du bloc dominateur. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas pour l'instant en tout cas. Pourquoi ? Parce que la Chine, qui n'est pas, pourquoi c'est pas une puissance complète aujourd'hui, ça n'est pas une puissance monétaire. Par exemple, la Chine, on dit très souvent que la Chine détient 99%. Parce que finalement, c'est ça le nerf de la guerre. Mais bien sûr, aujourd'hui, c'est le dollar qui mène 75% des échanges commerciaux mondiaux. Je pense qu'on pourrait effectivement se poser la question le jour où le dollar. D'évaluer le dollar. Hein. Dévalué par rapport à quoi ? Par rapport à... il est dévalué partout sauf aux États-Unis. Ouais. Mais non, mais Christophe, c'est les États-Unis qui émettent le dollar. Pour eux, il ne sera jamais dévalué. D'accord ? Même, il veut même donner un exemple. Les Chinois possèdent 99% de la dette américaine. Vous êtes d'accord ou pas ? Vous connaissez ça ? Bon, elle est émise en quelle monnaie, la dette américaine ? En dollars. En dollars, tout simplement. Ça veut dire on appelle ça de la monnaie de singe, tout simplement. Je reviens juste sur un autre élément, sur la puissance monétaire. La Chine, aujourd'hui, va construire petit à petit sa puissance monétaire. Les Européens se sont accordés, je n'y croyais pas beaucoup, mais ils se sont accordés, justement, à la suppression d'un certain nombre de canaux SWIFT pour les entreprises russes. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Ouais. Bon, sauf 2 banques russes qui sont celles qui commercialisent le gaz. Il faut quand même le souligner, notamment pour les Allemands, parce que les Allemands sont dépendants extrêmement de la Russie sur le gaz. Vous savez, pour rebondir sur ce que dit l'auditeur et ce que tu dis, Christophe, c'est que la conséquence de ça, c'est que dans les 10 ans, dans les 15 ans à venir, effectivement, la Chine va devenir une puissance monétaire et financière importante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Chinois ont déjà mis en place leur propre structure, d'échange d'informations financières. Et effectivement, la Russie, parce qu'elle n'aura pas accès à SWIFT, va passer par cet échange-là. Et moi, sans vous évoquer un certain nombre de mes sources, on va dire, aujourd'hui, ça inquiète énormément les banques européennes. Pourquoi ? Parce qu'elles se disent, mais en fait, il fallait surtout pas faire ça, parce que ça va donner de la force aux Chinois. Et le problème, c'est que nous, Européens, nous allons être obligés d'utiliser ce canal dans 10 ans, dans 15 ans. Ça, là, effectivement, c'est à ce moment-là que la Chine, effectivement, sera presque au niveau des États-Unis d'Amérique. Je terminerai juste une chose là-dessus, Audrey, c'est qu'il faut toujours comparer, même s'il faut comparer les choses en francs constants, enfin en euros constants, les dépenses des États-Unis d'Amérique d'un point de vue militaire sont quand même relativement beaucoup plus importantes que les Russes, que les Chinois aujourd'hui à l'heure actuelle. J'ai pas dit qu'ils allaient rester sur cette logique-là. Je pense que pour l'instant, il y a encore de la marge pour que l'Occident, en tout cas, quand on dit l'Occident, je ne sais pas ce qu'on appelle l'Occident, mais quand on dit en tout cas les États-Unis d'Amérique, soit encore la puissance. Mais alors la question qu'on pourrait se poser quand on écoute ce raisonnement, et moi je le partage, c'est que à ce moment-là, est-ce que effectivement le dollar peut perdre de sa valeur et donc par voie de conséquence l'euro ? Ah, l'euro est le dindon de la farce, probablement, bien sûr. D'habitude. L'Europe. Alors peut-être qu'une des conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on le voit, ça va peut-être être un renforcement de l'Union européenne, tout simplement. Ils n'ont pas le choix. Hein. Et ils n'ont pas le choix, effectivement, tout simplement. Bon, dans un instant, on s'intéresse aux magiciens.
surnommé par certains. Emmanuel Macron, qui s'est exprimé hier à 20h à la télé. Je vous le dis, il va se déclarer candidat hein, ce soir c'est dans officiel. une lettre aux Français qui va être publiée dans la presse régionale. Ouais. Voilà. Il a officiellement jusqu'à demain 18h pour le faire, mais tout le monde 20h30 ce soir, on connaîtra l'intitulé de la lettre. Enfin, voilà. Elle n'a pas été envoyée déjà? En tout cas, elle sera publiée à 20h30. Visiblement, dans la presse régionale demain matin, il se déclare de cette manière-là. En tout cas, on pensait qu'il allait le faire hier soir. Eh ben non. Hier soir, il a été le chef de l'État. Parlons de la guerre. Mais alors, par contre, moi, je me pose la question, quel est l'intérêt de faire durer les choses, sachant que, je veux dire, c'est un secret de polichinelle. Justement, l'intérêt, c'est de mettre la pub. Et comme ça, on va comprendre justement l'intérêt dans un instant. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct. Bah oui, c'est en direct, c'est du direct. Voilà. On tousse aussi. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que Jean-Pierre Pernaut, aussi grand qu'il était, grand journaliste, il avait fait un petit rototo un jour en direct. Ça peut arriver, hein. Écoutez, pendant le journal de 13h, et il avait su. Ouais. J'ai réécouté ça m'a fait rigoler. Et pour lui, ça n'a absolument pas arrêté. Hein, ça l'a pas perturbé une seule seconde. Ça peut arriver. Bon, alors, j'aimerais qu'on s'intéresse, pendant les 5 minutes qui nous est imparties pour ce sujet, au discours de Macron, de son intervention hier, à 20h. Voici par quoi il a commencé. Le président Poutine a choisi la guerre. Cette guerre n'est pas un conflit entre l'OTAN et l'Occident d'une part et la Russie d'autre part. Il n'y a pas de troupes ni de bases de l'OTAN en Ukraine. Ce sont des mensonges. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur. Bon, il a rappelé le contexte, évidemment, pour commencer. Jusque-là, il a pas tort. À moins que vous avez des choses à dire. Non, alors quand il dit qu'il n'y a pas de base de l'OTAN en Ukraine, il a complètement raison. Après, au-delà de l'Ukraine, il y en a dans d'autres pays. Oui, bien sûr. À la frontière de la Russie. À la frontière de la Russie, oui, absolument. Autre chose. L'Assemblée générale des Nations unies a condamné par un vote écrasant cette agression. La communauté internationale a ainsi montré son unité. Les équipes sportives de Russie ont été exclues des grandes compétitions internationales. Est-ce que vous trouvez ça logique? Par exemple, qu'on exclue la Russie du mondial, de foot, de l'Eurovision, qu'on aille jusqu'à interdire les délégations russes au festival de Cannes, que le musée Grévin retire la statue de Poutine. On n'est pas devenu fou là, Farid, franchement? Vas-y, Farid, vas-y. Non mais, oui, Farid voudrait, bien sûr. Non, je pense que c'est plus une démarche symbolique qu'autre chose. Maintenant, le fait que ce soit efficace, je vois pas en quoi ça peut l'être, dans le sens où le sport, c'est censé être une valeur qui unit les peuples. Maintenant, on va dire oui, on ne veut pas de tout ce qui peut représenter la Russie. Donc effectivement, on va les exclure la Ligue des Champions. La FIFA est très emmerdée, Audrey, parce que dans les statuts de la FIFA, c'est bien indiqué qu'il faut faire séparation entre politique et sport. Hein. Mais oui, et là, le fait même qu'on interdise des artistes russes, à un moment donné, il faut... D'ailleurs... Farid a très bien fait la distinction tout à l'heure entre les gouvernements et les Russes. Et là, on parle de Russes, on ne parle pas du gouvernement. Ouais. Voilà. Et là, il y a vraiment pas de distinction entre la politique, les artistes, les sportifs, les athlètes. Je ne vois vraiment pas quelle est l'utilité et surtout quelle est l'efficacité, mis à part le fait de rassurer les gens, mis à part le fait de dire voilà, on isole. Alors, du coup, j'ai une question, Audrey. Oui, vas-y. Ça marche pour Israël ou pas? C'est-à-dire, ça marche pas pour Israël. Ah, merci. Non, ça marche pas du tout pour Israël. Ah, bah oui, tu me poses la question. Il faut bien qu'on soit logique. T'as raison, jusqu'au Farid. bout. Mais je suis logique et je dis pas que. Mais non, mais il a complètement raison, Farid. Oui. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, justement. Les gens aujourd'hui qui disent ah non, il faut surtout pas s'attaquer faut pas mélanger le sport, etc. Ils font la même chose quand il s'agit d'Israël. Ah oui. À un moment donné, il faut être cohérent, tout simplement. Moi, je pense, si je peux me permettre, Audrey, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a des gens qui n'ont rien demandé. Il y a des gens qui sont russes. Mais c'est ça. Il y a des gens qui sont russes, malheureusement, ils subissent eux aussi. Maintenant, la volonté des pays qui sanctionnent, tels que l'Europe, c'est de sanctionner. S'ils veulent être eux aussi logiques avec leur volonté de mettre à plat d'une certaine manière, ou en tout cas de faire du mal à ce pays-là, effectivement, c'est toutes les représentations. Ils veulent l'isoler. Voilà. Moi, ce qui aurait été dommage,
ce que moi j'aurais préféré plutôt, c'est au lieu par exemple, je pense à des sportifs qui se sont entraînés pendant des années et des années, c'est de dire voilà, vous continuez à concourir. Malheureusement, le drapeau ne sera pas mis en avant. Je crois qu'on l'a fait dans des compétitions auparavant. Je pense que ça aurait été c'est déjà arrivé, effectivement. Ça aurait été plus sincère et plus logique si on ne veut pas sanctionner des êtres humains. Et ça a gêné personne d'aller faire les JO d'hiver à Pékin, pour les Ouïghours par exemple. On s'en fout. Même à Moscou, il n'y a pas très longtemps. Oui, à Moscou, il y a eu la Coupe du Monde en 2018. Exactement. Voilà. Donc je trouve ça un peu lourd, en tout cas un peu hypocrite, clairement. Mais ça veut dire que ça nous interroge aussi. Quand on avance des arguments, faut qu'on soit aussi sincère et qu'on le fasse pour tout. Pour tout le monde. Macron a parlé des conséquences évidemment de cette crise en Ukraine. Écoutez. Notre croissance, aujourd'hui au plus haut, sera immanquablement affectée. Le renchérissement du prix du pétrole, du gaz, des matières premières a et aura des conséquences sur notre pouvoir d'achat. Demain, le prix du plein d'essence, le montant de la facture de chauffage, le coût de certains produits risque de s'alourdir encore. Bon, jusque-là, il n'a pas tort. Au moins, il a l'honnêteté de le dire. De toute façon, même s'il ne le dit pas, on va vite s'en rendre compte. Hein, donc, mais alors, moi, la question que je vous pose et à laquelle je vous invite à répondre assez rapidement, parce que le temps passerait très vite. Hier, on avait un chef de l'État qui s'est exprimé devant le Français, nous rendons compte, et d'ailleurs, il a dit qu'il allait le faire régulièrement, de la situation. On est quand même dans une campagne électorale, ce qui est censé en être une. Est-ce qu'il n'a pas signé un CDI avec la présidence? Est-ce qu'il ne s'est pas octroyé le fait... il a oublié le fait qu'il y avait une élection dans un mois. Il n'a pas eu, je veux dire, comment je peux expliquer? Non, moi, je pense au contraire qu'il l'a vraiment pas oublié, justement. Alors, il a signé un CDI, c'est-à-dire, ça y est, deuxième mandat, c'est acté. On avait l'impression de ça, je veux dire. Il n'y avait rien qui faisait référence à une campagne ou peut-être à un moment, mais très très rapidement. On avait un Macron qui était président pour de longues mais il était déjà mois, dans